Bonjour, la Corpic vous souhaite la bienvenue à son rendez-vous virtuel des proprios. Mon nom est Hans Brouillette, directeur des affaires publiques de la Corpic. Aujourd'hui, nous vous présentons une captivante entrevue réalisée avec l'économiste en chef de Valeurs Mobilières Banque Laurentienne, Sébastien Lavoie. Le 6 mai dernier, il répondait à l'invitation et aux questions du directeur général de la Corpic, Benoît Sainte-Marie. Au cours des 30 prochaines minutes, Sébastien Lavoie nous partagera sa vision du nouvel environnement économique, présent et futur, découlant de la crise de la COVID-19. Plus précisément, il abordera les enjeux qui pourraient avoir un impact significatif sur le marché immobilier locatif résidentiel, notamment la perspective de l'évolution des taux d'intérêt, la confiance des consommateurs, l'immigration et le marché immobilier canadien. Avant de débuter, permettez-moi de remercier les 3 partenaires qui s'associent à cette présentation des rendez-vous de l'habitation. J.C. Perrault, nouveau partenaire de la Corpic, qui vous offre des meubles et électroménagers et recevez jusqu'à 35% de réduction en présentant votre carte de membre en magasin. Les couvreurs Duro-Toit, experts en toiture, recevez jusqu'à 5% de réduction grâce à votre carte Corpic. Et enfin, Harvey et Fils, distributeur d'armoires, vanités, comptoirs, portes et fenêtres. Nous vous remercions d'être des nôtres. Bonne écoute. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette vidéoconférence, une entrevue sur notre plateau aujourd'hui avec Sébastien Lavoie, qui est économiste en chef de la Banque Laurentienne. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir avec nous Sébastien. D'abord, bonjour. Bonjour Benoît, bien content d'être ici et de vous retrouver. Sébastien Lavoie qui est toujours là au bon moment. C'est un proche, on pourrait dire, de la Corpic. Je vais toujours me rappeler de l'élection de Donald Trump, alors que Sébastien, en fait, presque le jour même, puisqu'il avait été élu aux petites heures du matin, donc on faisait une conférence au lendemain de ces élections. Et Sébastien, à notre étonnement, puis à la grande satisfaction de tout le monde qui était sur place, avait fait part de toute sa vision des changements que l'ère Trump était pour arriver, puis il nous en avait mis plein la vue avec toujours justesse. Donc, ce matin, de retour avec nous dans une situation hors du commun qui effectivement fait trembler la planète. Je vais commencer par toi, Sébastien, comme économiste, qui est toujours quelqu'un d'occupé. Comment fais-tu pour vivre au temps de la COVID? Comment ça se passe dans une mer d'informations qui n'a jamais été aussi incroyablement forte? Comment ça se passe? Ben, je dirais que ça se passe quand même assez bien et que notre rôle d'économiste est en train de changer, Benoît. On lit beaucoup du côté des experts en santé. J'invite vraiment les gens à aller voir des sites comme MIT Technology, le site de l'Université de Washington, de Oxford en Angleterre, ce qui permet de voir les scénarios possibles au niveau de la COVID au cours des prochains mois et prochains trimestres. Et c'est à partir de ces scénarios-là, Benoît, qu'on peut transférer le tout en scénario économique et financier et de voir les implications possibles de la pandémie finalement au niveau économique et qu'est-ce que ça veut dire pour les activités quotidiennes des consommateurs, des entreprises, des propriétaires dans le secteur multirésidentiel locatif. C'est vraiment l'aspect santé là, qui est un peu en amont de tout ça et le reste suit à la suite là, au niveau économique et financier. Écoute, on va faire un tableau économique, mais avant, j'aimerais t'entendre sur un peu la réponse du gouvernement canadien et puis des provinces canadiennes en termes de programmes, puisqu'effectivement, il y en a eu beaucoup. Ça peut être même inquiétant pour l'avenir. Nous, comme propriétaires, on regarde ça et on se dit, ben, c'est quand même une bonne chose parce que ça a permis aux gens non seulement de passer à travers jusqu'à maintenant, mais de, évidemment, payer des loyers, maintenir une paix sociale. Qu'est-ce que tu penses de cette réponse canadienne, on va dire, ou québécoise? Bon, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix parce que
Sinon, le stress financier aurait été trop grand pour tous les individus et ça leur a amené des difficultés de paiement, non seulement au niveau du marché locatif, mais pour une panoplie de prêts, de crédits en général. Et il faut quand même se dire que les taux d'intérêt sont très bas. C'est quelque chose qu'on va sûrement toucher plus tard. Les taux d'intérêt sont très bas que finalement, le coût d'emprunter ou de sauver un peu la planète économique ne coûte pas si cher, même si on parle de déficit de l'ordre au-delà de 200 milliards à l'échelle fédérale, peut-être de 15 à 20 milliards au Québec. On n'a pas le choix pour permettre une certaine circulation de l'argent, de la monnaie et de faire en sorte que le capitalisme ne soit pas complètement figé ou gelé en quelque sorte entre dépenses, revenus, achats, transactions et ainsi de suite. Donc, on a ajouté de l'eau au moulin. On n'avait pas le choix. Et on n'a pas le choix aussi parce que, je reviens à mon point de départ, ben, la COVID, il y a plusieurs scénarios. Dans le meilleur des scénarios, on trouve un vaccin ou un remède miracle cet été où la température règle tout, puis on n'en parle plus comme le SRAS. Dans un scénario un peu plus logique, bon, on aura une mini deuxième vague au fur et à mesure qu'on rouvre l'économie ou plus tard cet automne. Ou dans un scénario beaucoup plus sévère, bon, on peut aller plus loin au niveau de dire bon, on va rester isolé encore plus longtemps pour plus tard en 2020 ou potentiellement en 2021. Donc, il y a une panoplie d'horizons et je ne peux pas dire que le scénario de base sur lequel je travaille est le bon à ce stade-ci, puisqu'on apprend encore à comprendre la question d'unité collective, la question de la course vers un remède efficace. Donc, à ce moment-là, je reviens au gouvernement, on n'a pas le choix de se dire, ben, on va se croiser les doigts pour que le meilleur arrive, mais qu'il faut quand même se préparer à quelque chose d'un peu plus pénible au niveau économique. Donc, on donne des fonds financiers. C'est vraiment le mot-clé pour moi, Benoît, fonds financiers. Parce que dans le fond, présentement, le quart des Québécois ont soit eu un arrêt temporaire de travail ou encore une perte permanente de leur emploi. Et ça frappe quand même beaucoup. Et ceux qui travaillent ont potentiellement même des réductions de salaire. Donc, à ce moment-là, on remplace le revenu de travail, parce qu'il y a moins de gens qui travaillent, il y en a qui gagnent moins cher, par un revenu institué au niveau du fédéral, toutes sortes de programmes pour maintenir des emplois sur le payroll, si on veut, des entreprises également, et donner toutes sortes de chèques ou de bons financiers que j'appelle, qui permettent justement d'avoir un revenu du moins minimum jusqu'à ce que l'économie se replace peu à peu. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà dans une phase de réouverture de certains segments de l'économie. Donc, la récession, au moment où on se parle, est probablement, en guillemets, déjà passée, du moins la contraction de l'économie. Et là, ça reste à voir avec les nouvelles mesures de distanciation sociale, un nouveau monde 2.0, il faut faire un peu plus attention. À quelle vitesse certains travailleurs et travailleuses vont retrouver leur emploi et quels autres ne seront pas capables. Parce qu'il y a quand même 20-25% des emplois au Québec qui sont liés à un échange avec des humains, quelque part, c'est une proximité. Donc, je pense que c'est important pour les propriétaires d'immeubles de se demander non seulement combien gagne mon locataire, mais dans quelle occupation qu'ils ont au niveau de leur carrière. Et ça joue beaucoup à essayer de deviner, ça d'avoir un échange ou de dialogue avec les locataires. Je pense que c'est très important. Oui, effectivement. Puis on a mis beaucoup d'informations à disposition des propriétaires là-dessus. Quelques mises en garde en même temps, de ne pas avoir de préjugés. C'est pas parce que quelqu'un travaille dans la restauration que ça veut dire qu'il y aura des difficultés. Il y a des gens qui vont très bien s'en sortir, là, ça dépend. Et je pense aussi que, on l'a vu pas plus tard que dans les derniers jours, des exemples ailleurs dans le monde de restaurants, par exemple, qui s'approprient les places publiques puis qui jouent très bien avec la distanciation. Puis certains même parlaient de chiffre d'affaires excellent en termes terrasses extérieures, que les villes changeaient des règlements. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un phénomène d'adaptation qui risque de se passer. Pour d'autres, effectivement, plus difficiles. Ça nous amène peut-être vers le paysage économique mondial, mais j'aurais tendance juste à te demander, avant d'y passer, c'est ces fameuses inquiétudes sur le qui va payer pour ça. Il y a des gens qui pensent à un ressac, hein, que là, les taux d'intérêt sont bas, on y va, on emprunte. Je vois la théorie économique qui joue. Oui. Le système est prévu, hein, pour un peu ce genre de choses, on va dire les théoriciens économiques, mais
Oui. Est-ce qu'un jour, il y a un ressac qui fait qu'il va nous ramener dans une réalité brutale dans 10 ans, je ne sais pas d'ici, avec un endettement majeur et des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, puis que là, nos gouvernements soient carrément coincés dans ça? Ta question est bonne, Benoît, au niveau des taux d'intérêt, et je ne m'inquiéterais pas de voir une hausse des taux d'intérêt parce que les gouvernements sont endettés. Ça serait déjà arrivé en Europe. L'Italie, la Grèce, d'autres pays sont extrêmement endettés, les États-Unis aussi. Puis je dirais jusqu'à d'une certaine façon, le Québec et Ottawa ont des marges de manœuvre que d'autres pays n'ont pas. Et à ce moment-là, qui vient soutenir tout ça, qui vient les aider en arrière? C'est la Banque centrale, c'est la Banque du Canada. La Banque du Canada a doublé les actifs qu'ils possèdent sur leur bilan depuis à peine un mois et demi. Ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils achètent de la dette fédérale. Ils vont commencer même à acheter à ce mois-ci en mai la dette des provinces. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est eux qui viennent absorber le coût fiscal. C'est pas nécessairement ceux qui nous écoutent qui ont des petits-enfants ou des enfants qui vont payer avec des taxes plus élevées un jour. Oui, il y aura peut-être une redéfinition de l'État, des dépenses qui auront plus lieu, des choses comme ça, mais essentiellement, c'est les banques centrales. C'est surtout la Réserve fédérale qui, d'ici la fin de l'année, pourra avoir sur son bilan quelque chose comme 10 à 12 trillions ou 10 à 12 000 milliards de dettes sur leur bilan. Donc, ça fait moins d'obligations sur le marché obligataire. Ce qui fait que s'il y a moins d'offres pour les acheteurs, mais les taux d'intérêt restent bas. C'est pas comme s'il y avait de la dette à pu finir. Les investisseurs n'étaient plus capables de la prendre sur leur bilan, dans leur portefeuille d'investissement. Parce que si tel était le cas, ben à ce moment-là, il y en a qui demanderaient un taux d'intérêt plus élevé. Or, ce n'est pas le cas. Et ce que les banques centrales ont dit, dont la Banque du Canada, Benoît, c'est très important, c'est qu'ils vont continuer à garder les taux bas, même une fois que la reprise, la réouverture, l'économie a commencé. Donc, à ce moment-là, le scénario auquel il faut travailler, c'est de dire que l'ensemble de la courbe des taux d'intérêt, que ce soit à 2 ans, 5 ans, 10 ans, va demeurer proche de zéro pour au moins un an et demi. On pourra en reparler des hausses de taux en 2022, 2023, puis encore. J'ai lu des études au niveau des pandémies qui fait que les taux restent plus bas plus longtemps après une pandémie qu'une crise financière comme en 2008-2009. C'est la Réserve fédérale qui dit ça dans des études très, très soutenues. Et au besoin, on va faire comme dans la Deuxième Guerre mondiale, Benoît. La Deuxième Guerre mondiale, la Réserve fédérale avait fixé les taux d'intérêt. Carrément. On peut rendre ça rigide et que ça ne bouge plus pendant des années. Ça n'a pas bougé pendant 5 ans après 1945. Donc, il y a toutes sortes de moyens encore pour se dire, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de ressac comme tu parles, les taux ne vont pas augmenter, même s'il y a plus de dettes, j'en conviens. Les banques centrales sont là également pour soutenir un retour normal, entre guillemets, de l'économie. Avec le choix variable fixe pour les hypothèques, tu viens un peu de répondre dans le sens que l'hypothèque variable, elle reste à voir l'écart de taux qu'ils vont mettre entre le fixe et le variable, mais j'ai l'impression que l'écart va se retrécir peut-être, mais que le variable devient comme encore, disons, une valeur pas sûre, mais moins risquée. Oui, et ce qu'il faut également mentionner, c'est sûr que les taux d'intérêt auxquels les gouvernements se financent sont extrêmement bas, mais les taux auxquels les banques et les corporations générales se financent, c'est quand même un peu plus élevé présentement, compte tenu évidemment du stress financier. Mais en général, le système bancaire canadien est très solide, les banques ont beaucoup de capital, beaucoup de liquidité. Donc, les propriétaires d'immeubles vont bénéficier éventuellement au fur et à mesure que l'économie se replace. Là, je ne m'inquiéterai pas de ce côté-là. Donc, passons à l'économie effectivement mondiale. Il se dit énormément de choses, tout et son contraire un peu. Il y a des gens qui pensent que c'est la fin de l'Europe telle qu'on le connaît, au-delà du Brexit, mais que on a vu des pays pas très contents de la réponse, là, disons, d'aide, entraide entre pays, Italie, Grèce, tout ça, ça marche plus dans le même sens. Oui. Après, on voit, bon, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, tout peut arriver, on va dire, en novembre prochain. Il y a comme une incertitude généralisée sur la planète et il n'y a pas tant de réponses non plus aux questions ou à même des théories qui font peur. Il n'y a même pas
quelles sont tes, comment dire, quelles sont tes vibrations par rapport à ça, puis de voir un peu la lecture que tu fais de cet amas d'informations au niveau mondial. Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Bien, comme je le disais un peu tantôt, il y a plusieurs scénarios, des plus optimistes, des plus pessimistes. Je peux avoir un scénario de base, un peu un genre de médiane en quelque sorte au milieu de tout ça. Mais j'invite les gens à regarder ce qui se passe en Europe, parce qu'on a déjà ouvert l'économie, puis même en Asie. Même si en Asie, avec la Chine, il faut faire attention à ce qu'on lit. Mais en général, l'économie se replace, là. On parle peut-être d'un niveau d'activité en Chine de l'ordre de 70-75% d'où ce qu'on était avant la crise. En Europe, ce n'est pas encore le temps, mais eux ont commencé à ouvrir avant nous des écoles dans des pays scandinaves, l'Allemagne également. Ce que j'observe toutefois, c'est que même si on ouvre des magasins, donc on ouvre l'offre en quelque sorte de l'économie, la demande ne suit pas nécessairement encore. Tu sais, les gens sont encore un peu inquiets par rapport à la santé et par rapport aussi à ce qu'ils vont avoir un emploi d'ici un an. Donc, à ce moment-là, l'aspect de confiance qui est la clé dans le système capitaliste, qui est la clé à savoir ce que je vais trancher, toutes sortes de biens, des actions, des propriétés immobilières, il est là le bobo. C'est au niveau de la confiance. À ce moment-là, il y aura une deuxième vague potentielle au niveau des gouvernements de se dire, ben là, j'ai stabilisé le patient, j'ai stabilisé avec des ponts financiers que j'ai parlé tantôt. On pourra peut-être mettre des taux de taxes de vente comme la TPS, la TVQ, plus proche de zéro, pour inciter les gens à retrouver des comportements qu'ils ont eus dans le passé. Donc, à ce moment-là, ça va redorer un peu la confiance qui est absente, même si on commence à rouvrir l'économie dans certains segments. Je pense justement, on parle de la restauration, on parle des détaillants. C'est vrai qu'il y a quand même des lueurs de sport. Dans certains cas, ça fonctionne bien. On réussit à mettre des mesures de distanciation qui rendent les gens de manière beaucoup plus confortable. Et j'invite les gens à regarder ce qui se passe en Saskatchewan, Alberta, Manitoba, qui ont ouvert les terrasses également cette semaine. Donc, ça va venir, ça, éventuellement, au Québec. Et les gens vont avoir un conflit interne, à savoir, je veux faire quelque chose que j'ai été isolé peut-être trop longtemps, versus j'ai la peur de vouloir faire quelque chose. Donc, ça va se transférer dans des petits gestes quotidiens, des choses aussi banales justement que d'aller dans un restaurant ou un centre d'achat. Et éventuellement, tout ça va redorer un momentum beaucoup plus positif au niveau du marché immobilier également, qui est un peu plus paralysé présentement. Ça, on va avoir la chance d'en parler tantôt. Donc, c'est cet aspect de confiance-là que je regarde au niveau de l'économie qui est très important. Je vous dirais que le scénario avec lequel je travaille, puis je disais tantôt qu'il y avait peut-être le quart des Québécois et Québécoises qui ont perdu leur emploi présentement. C'est très dommage, c'est très triste. Je dirais qu'il y a quand même peut-être une chance que le 2 tiers de ces gens-là soient rappelés d'ici la fin de l'année. Si j'aurais un chiffre à prendre environ, là, ce serait le 2 tiers, parce que c'est sûr, dans certains segments du tourisme ou dans toute la question évidemment plus large au niveau de l'aviation, il y a des gens qui ne vont pas retrouver leur emploi, c'est évident, là, cette année. Ça va être beaucoup plus long. Donc, il y a certains segments, c'est déjà ouvert, comme en construction, secteur minier. Le travail à la maison fonctionne très bien. Ça, c'est une implication, il y a des implications importantes sur la demande de logement, mais également, plus tard, il y aura d'autres secteurs qui vont tirer un peu de la part, mais qui vont joindre, si on veut, la partie aux nouvelles économies 2.0 en quelque sorte. Et c'est clair que le monde ne sera plus pareil. Je pense que quand on parle du travail à distance, par exemple, oui, ça va amener, je crois, des changements dans les choix que vont faire les gens pour savoir où est-ce qu'ils vont habiter, par exemple. Et certains autres impacts. Moi, je pense que dans toutes les industries actuellement, on se pose la question comment se redéfinir en fonction de ces nouvelles possibilités-là, en sachant qu'il y aura peut-être d'autres pandémies. Les gens aujourd'hui voient pour la première fois ce qui existe depuis des années en Asie. Tout à fait. C'est ça, on était juste déconnecté de cette réalité-là, si on peut dire. Là, on est un petit peu trop connecté, mais on va probablement redéfinir des secteurs. Alors, comment tu vois, peut-être d'abord sur l'échelle canadienne, dont tu es un spécialiste là, en termes économiques, sur les impacts dans le domaine immobilier, que ce soit le domaine transactionnel ou le domaine locatif? Présentement, c'est sûr que tous les segments du marché immobilier
le peu de transactions qu'il y a, c'est pas vraiment représentatif d'un marché normal. Mais ce que j'aime du marché immobilier, contrairement au pétrole, parce que le marché du pétrole, on a vu des prix à zéro, même négatifs, ben, c'est que la demande a chuté, mais l'offre n'a pas diminué beaucoup. Donc, ça crée trop d'inventaire, ça crée un déséquilibre au niveau du marché mondial du pétrole. Dans le marché immobilier, c'est pas le cas. Et c'est ça la bonne nouvelle pour l'instant. On voit une réduction des transactions, mais également, il n'y a pas d'offre sur le marché. Il n'y a personne présentement qui veut soit vendre. On reste sur nos acquis. Et je tiens à le mentionner, le marché immobilier post-COVID, après la COVID, pardon, est pour moi une classe d'actifs qui va demeurer très profitable. J'ai beaucoup plus de questionnements au niveau du marché immobilier, pas au niveau du marché immobilier, du marché boursier, pardon. Parce que, tu sais, on parlait du commerce de détail, certains magasins un peu trop traditionnels ne passeront pas à travers. On parle de l'énergie, du TSX au Canada. Bien, là, on est déjà dans une transition de plus en plus verte. Bien, c'est évident que le pétrole va pas retourner à 65 si les gens restent plus à la maison, ils vont pas acheter d'automobile. C'est pas bon le secteur de l'auto. Donc, il y a plein de secteurs TSX qui... un peu là-dessus parce que oui. tu as touché le secteur pétrolier au Canada. Certains disent qu'il ne partira jamais. Je ne sais pas, là, entre jamais et complet, je pense qu'effectivement, c'est un secteur qui va avoir des difficultés. Et c'est une partie importante de l'économie de l'Ouest du Canada, veut pas. Oui. Et est-ce que ça peut entraîner une vague dans l'immobilier à partir du moment où en Alberta, par exemple, il y avait, je sais pas moi, une difficulté financière majeure, que finalement, ben, ça nous entraîne. Puis à partir du moment aussi où est-ce que Vancouver était comme très élevé, est-ce qu'il y a quelque chose où à Montréal, on est, disons, oui, non, ta question est tout à fait appropriée. Ce que je dirais, c'est que justement, comme je disais d'entrée de jeu, le marché boursier est un peu plus complexe. Je dirais le marché boursier américain est beaucoup mieux positionné, compte tenu qu'ils ont plus de technologie et autres dans le S&P 500 par rapport au TSX. Mais au niveau du marché immobilier, je pense que le maillon faible de l'économie du marché immobilier canadien, c'est vraiment l'Alberta, mais y a pas de, ça ne crée pas de deuxième vague typiquement, ça ne crée pas je vous dirais, de contagion au niveau canadien. Et c'est vraiment un problème propre à l'Alberta parce qu'avant de rentrer dans la pandémie, malheureusement, en Alberta, il y avait déjà un peu trop d'inventaire au niveau de certains segments du marché immobilier. Ce qui n'était pas le cas à Vancouver, ce qui n'était certainement pas le cas à Montréal ou dans l'ensemble du Québec, ou même en Ontario. Donc, c'est une grosse différence avec les années 90 où, au début des années 90, quand la récession a frappé, il y avait déjà une certaine surconstruction, je vous dirais, dans le marché en général. Or, maintenant, on rentre dans cette crise-là qui est très néfaste, j'en conviens, mais d'un point de force, à la mesure où il n'y avait peut-être même pas assez d'offres dans plusieurs villes du Québec ou plusieurs villes canadiennes. Donc, ça vient un peu rééquilibrer le tout à la demande, ce qui n'était pas le cas du marché du pétrole. C'est pour ça que je prends le pétrole comme exemple à des fins, à des titres de comparaison. Donc, à ce moment-là, oui, il y aura certainement, pas certainement, c'est déjà commencé une chute des valorisations en Alberta. Je ne peux pas se le cacher, là, mais ça reste contenu là-bas. Ici, ben, au fur et à mesure que l'économie va repartir, il va y avoir à ce moment-là un engouement pour retourner sur le marché de manière un peu plus active, autant du côté des vendeurs que des acheteurs, et qu'on va retrouver ou redorer finalement un certain élan, si on veut, au niveau des prix. Mais c'est certain que la crise est tellement grave qu'on parle d'un chômage qui est à des niveaux qu'on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis d'un repli de l'économie qu'on n'a pas vu depuis de toute notre vie. Ben, c'est évident que en termes de gains potentiels au niveau immobilier, c'est très modeste pour cette année ou même l'année prochaine. Là. Si on va avoir des augmentations beaucoup plus importantes, il va falloir attendre, d'après moi, à 2022-2023. Mais au moins, on n'a pas de repli, comme on a vu dans l'équité, de 30 ou des choses comme ça. Au contraire, moi, je pense que les prix, grosso modo, vont rester stables. Comme je disais, dans certains segments, pour certains maillons faibles, peut-être certains reculs. On parle évidemment, comme la confiance, Benoît, n'est pas au rendez-vous, que
ben, c'est sûr, c'est le segment plus de haut de gamme qui est en train d'écoper et que les gens vont aller dans quelque chose d'un peu moins cher. Et évidemment, à ce moment-là, le locatif va tirer bénéfice de ça, à mon avis. Parce que des gens qui n'ont pas acheté, qui ne vont pas acheter une propriété prochainement, donc qui vont louer plus longtemps. Ou je pense que le fait que le chômage est plus élevé, puis à peine 3 mois, on était dans une pénurie de main-d'œuvre, ben, les jeunes qui ont fini leur éducation, ce sont nouveaux collégiales, universitaires, ben, eux ne pourront pas acheter avant plusieurs années, parce qu'ils vont avoir plus de difficultés à trouver un emploi. À ce moment-là, ils vont louer plus longtemps. Donc, il y a plein de changements comme ça qui, bon, net, pour l'économie, c'est pas bon ce qui se passe, mais pour le marché locatif, il y a quand même certains avantages. Ce que je comprends, c'est qu'au niveau de ceux qui sont propriétaires, mettons, de condos ou dans l'immobilier en général, pour plusieurs d'entre eux, leur paiement hypothécaire, ceux qui sont en variable, là, vont avoir, disons, des bases de paiement. Donc, c'est un point positif. Si leur situation économique est personnellement restée la même, ils économisent d'une certaine façon. Oui. Puis les renouvellements hypothécaires vont se faire à des taux, on va dire, moindres. Par ailleurs, tu nous mentionnes les nouvelles clientèles, les cohortes qui accédaient par le passé à la propriété, ben, vont se poser plusieurs questions. Puis parmi ces gens-là, peut-être une précarité va faire en sorte qu'ils vont être dans le locatif et sortir du locatif. Donc, il va moins en sortir Donc, ça va maintenir une demande très forte, si je comprends bien, sur le secteur locatif qui était déjà très forte. On l'a vu là, au cours des 2 dernières années, ça a été une pression importante. Donc, on n'a pas fini non plus de voir, j'imagine, la construction de logements locatifs et donc un secteur qui va être à la fois fort, j'imagine, au niveau de la construction puis au niveau du marché, disons, actuel, prochaine année. Ben, au niveau de la construction, c'est sûr que là, au Québec, l'isolement est un peu plus strict, ce qui fait qu'on a tout arrêté pendant quelques semaines. Mais là, ça recommence. Et c'est sûr que le niveau de construction en général pourrait être un peu plus faible quand même pour le reste de l'année 2020, puis je dirais même 2021. L'inquiétude que j'ai, je te dirais, c'est pour ça que les scénarios sont quand même assez divers, assez larges, c'est la question de l'immigration. Qui est un moteur important au niveau du marché locatif et de l'économie en général, en fait. Et c'est ça, surtout quand on sait que les immigrants vont avoir tendance à louer plus longtemps, le temps qu'ils s'imbriquent ou s'adaptent à la réalité canadienne et québécoise et qu'ils puissent s'intégrer sur le marché du travail. Bien là, ce qu'on est en train de dire du côté du gouvernement du Québec, c'est peut-être qu'on va réduire les seuils d'immigration à nouveau pour permettre aux gens qui ont déjà plus d'emploi de s'en trouver un. Parce que, tu sais, il y a moins de bénéfices pour un immigrant de dire je vais arriver au Canada, au Québec, de dire je vais trouver un emploi en l'espace de quelques semaines, c'est plus le cas. Donc, ça pourrait mener à une formation de ménage un peu plus faible. Donc, à ce moment-là, il faudrait que les constructeurs s'ajustent pour éviter justement d'avoir un excès dans le neuf d'offres un peu trop grand. Donc, d'une part, un marché, on va dire, intrinsèque fort compte tenu de ce qu'on disait, avec des offres qui vont rester dans le locatif, mais d'autre part, un des moteurs qui était l'immigration. On va mettre un petit point d'interrogation parce qu'on ne sait pas exactement au niveau politique ce qu'il en sera, mais tu nous dis, ça fait du sens dans le sens que il risque d'en avoir moins pour plusieurs raisons. Actuellement, les mouvements, on va dire, sur la planète sont quand même limités. Mais on voit un peu quand même un paysage locatif fort, mon Dieu, positif comme analyse. Ça fait du bien à entendre. C'est tout le temps le cas. C'est tout le temps le cas quand il y a une crise. On l'a vu aux États-Unis, la crise financière. Les jeunes n'achetaient pas, louaient beaucoup plus longtemps et ça l'a pris peut-être 8 ans à 9 ans avant que le pourcentage de ménages américains qui sont propriétaires recommence à augmenter. Donc, il a diminué pendant des années, c'est-à-dire inversement, le pourcentage des ménages des personnes qui étaient locataires a augmenté. Donc, c'est ça qu'on se dirige au Québec et au Canada, compte tenu de la crise qu'on vient de vivre. Là. Donc, l'effet de confiance est grand. Quand
quand je parlais tantôt que le choc au niveau de la confiance des consommateurs ou le trauma, si on veut, après une pandémie est plus grave et plus persistant qu'après une crise financière, c'est pas peu dire. Donc, à ce moment-là, avantage marché locatif. Ça fait du bien à entendre. Merci, Sébastien, pour ce topo, mon Dieu, global. C'est sûr qu'on pourrait parler pendant des heures avec une personne aussi passionnée et passionnante que toi, et surtout quelqu'un qui, mon Dieu, a réponse aux questions. C'est fort agréable. Merci pour comme cette analyse, ce court entrevue, mais qui fait du bien à entendre. En tout cas, moi, ça a répondu à quelques-unes de mes questions. Et écoute, on va continuer de suivre ça. J'imagine que tout ton temps est consacré à ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Oui, mais merci beaucoup de ta collaboration. Ça fait plaisir de te entretenir et de tout le monde à l'écoute de l'impact de la COVID sur l'économie et les marchés immobiliers. Puis, j'invite les gens à aller nous voir sur notre site web pour suivre l'actualité économique et financière. On a également des balados parce que la situation peut quand même changer rapidement. Espérons-le pour le mieux. Donc, Sébastien Lavoie de la Banque Laurentienne, économiste en chef de la Banque Laurentienne, un grand merci et on t'invitera à nouveau sur le plateau virtuel de la Corpic. Merci encore et à tout le monde qui nous écoute, continuons à vivre ce moment, disons, historique au niveau économique. Et puis, on a eu aujourd'hui effectivement des nouvelles encourageantes. Donc, merci et à très, très bientôt pour un autre moment d'information. Merci. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette diffusion. Nous espérons que cette entrevue vous a plu et nous vous invitons à suivre l'annonce de nos prochaines activités sur le site Internet de la Corpic ainsi que dans son infolettre Proprio Plus. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Ici Hans Brouillette qui vous dit à la prochaine.